ceci est d'autant vrai qu'on travaille avec des matériaux à forte porosité, tels que le bois ou les isolants de bâtiments. Donc la démarche que nous avons entreprise, c'est une démarche qui est toujours, donc je l'ai présentée hier, c'est toujours donc la même chose. On va du détail vers quelque chose de beaucoup plus global, donc le bâtiment, voire le microclimat urbain. Donc on va du matériau, on s'intéresse donc à ce qui se passe à l'échelle microscopique du bâtiment, du matériau, et on essaie de transposer ça à l'échelle de l'enveloppe, façade, enveloppe de bâtiment, jusqu'à donc en couplant donc le modèle de façade ou de paroi à un modèle ou un code de modélisation, de simulation thermique dynamique de bâtiment, et en essayant donc coûte que coûte d'introduire l'interaction entre bâtiment et microclimat urbain. La démarche, donc, bon, c'est pour montrer que c'est des choses compliquées, alors que, faut savoir qu'il n'y a rien de compliqué. J'ai, bon, en fait, toute une démarche, quelle que soit la thématique qui est abordée, ça va donc on l'a vu, ce que vous avez appelé partie théorique, c'est ça, j'ai vu ça, partie théorique. Donc un état de l'art. Il faut toujours faire un état d'art le plus complet possible pour justement voir ce qui a été fait jusque-là, et pour justement, c'est à partir de cet état de l'art qu'on arrive à proposer une voie de recherche qui va être concluante. Donc là, j'ai présenté sur la base de l'état de l'art, on va développer donc une modélisation. On va modéliser ce qui se passe à l'échelle d'un matériau. Je m'intéresse toujours à l'échelle de la paroi. Puis j'entreprends une validation. La validation peut être faite à travers la comparaison du modèle que j'ai proposé à ceux qui sont disponibles dans la littérature. Je peux faire donc une validation, ce qu'on appelle intermodèle. Et où, selon les moyens du bord, on peut aussi mener aussi une validation expérimentale, moyennant l'utilisation de bons expérimentaux au laboratoire. Ceci me permet, du moment que j'ai validé mon modèle, c'est-à-dire que je sais que ce que j'ai proposé arrive à restituer fidèlement, donc avec la précision raisonnable, on va dire, ou souhaitable. Donc je sais que ce modèle, il arrive donc à représenter fidèlement les phénomènes que j'essaie de modéliser. Ceci me permet donc de passer à l'échelle suivante, à savoir l'échelle du bâtiment. Donc je couple le modèle, c'est-à-dire que j'implémente le modèle dans un code de bâtiment pour pouvoir justement étudier le comportement dynamique des bâtiments. J'entreprends des simulations thermiques dynamiques. Il faut savoir que le modèle donc, est toujours alimenté, il faut lui donner à manger. Il faut donc l'alimenter par des paramètres d'entrée qui sont donc issus de l'expérimentation. Ce que j'ai appelé donc la phase de caractérisation expérimentale, qui constitue les paramètres d'entrée du modèle. Donc, l'exploitation de la simulation thermique dynamique me permet donc la prédiction des performances énergétiques et environnementales, et aussi donc de définir un certain nombre d'indicateurs donc liés donc ici à la durabilité, notamment donc celles qui sont dédiées aux pathologies causées par l'humidité. Bon, j'ai mis aussi donc, où j'ai évoqué donc le développement d'approches probabilistes, c'est-à-dire pour certaines configurations, on montre que les modèles déterministes, on a l'habitude d'utiliser, sont limités.
c'est-à-dire vu donc la variabilité des propriétés, et donc les modèles qui arrivent à restituer donc fidèlement ce qui se passe, c'est plutôt des modèles probabilistes aux modèles stochastiques. Là, j'ai décomposé ma présentation en deux parties. La première partie, c'est une partie que j'ai réalisée il y a à peu près une vingtaine d'années. Et donc j'ai retrouvé, donc, au moment où je voulais préparer cette présentation, j'ai trouvé donc une présentation qui est donc un peu plus comprise par les architectes. C'est des choses un peu plus démarche, on va dire, réellement à l'interface ingénierie-architecture. C'est des travaux que j'ai réalisés donc il y a quelques années de cela, et qui sont liés donc au système. Donc on a fait un travail sur notamment sur la climatisation passive, et je me suis donc notamment intéressé au système évaporatif. Mais bon, j'ai aussi étudié les systèmes radiatifs nocturnes ou les systèmes, ce qu'on appelle les puits provençaux, ou les puits canadiens, ou les systèmes donc, qui utilisent l'énergie du sol, en un mot. Donc, quand on a un bâtiment, donc ça c'est plutôt votre métier. Donc, vous allez concevoir des bâtiments qui vont donc présenter donc un certain nombre de fonctionnalités, et qui proposent donc une conception adaptée au milieu et à l'environnement immédiat. Donc utiliser donc la climatisation passive, donc au premier lieu, donc on va essayer de ne pas ajouter des éléments extérieurs ou des éléments mécaniques. On va plutôt agir, donc j'ai énuméré donc les principes préventifs qui consistent à éliminer donc toute source qui va induire une charge de climatisation de bâtiment. Et donc je vais éliminer les causes. Donc je vais jouer sur l'orientation, sur la nature du matériau, sur la protection solaire, sur l'isolation thermique, et je contrôle l'occupation de telle sorte que je réduise au maximum la charge du bâtiment pour donc assurer, donc l'objectif final c'est d'assurer le confort optimal aux occupants. Comme vous pouvez deviner, donc en général ces principes-là donc ne suffisent pas, et donc il faut donc apporter des correctifs. C'est pour ça que donc on va dire l'ingénieur va donc proposer des solutions qui permettent d'assurer le confort, et donc au lieu d'utiliser n'importe quoi, excusez-moi du terme, hein, on va essayer d'utiliser des techniques naturelles, et on va essayer d'utiliser des techniques qui sont abondantes au niveau de l'environnement ou immédiat du bâtiment ou du site où on va implanter ce bâtiment. Donc ceci donc va donc notamment, donc j'ai énuméré donc les différentes techniques, ou bien donc j'utilise si donc l'air extérieur est favorable au rafraîchissement, donc si je m'intéresse donc à nos climats, je vais donc essayer de favoriser l'utilisation de la ventilation naturelle, ou aussi donc les systèmes évaporatifs. Je peux utiliser aussi l'énergie du sol, ou aussi donc les techniques radiatives, hein, donc nocturnes. Donc j'utilise à ce moment-là donc la ressource naturelle, c'est la température de voûte céleste qui avoisine les moins 45 degrés. Donc on peut donc via l'utilisation d'un système radiatif nocturne de rafraîchir le bâtiment. Donc là, très rapidement, donc la ventilation naturelle, vous savez ce que c'est. Utiliser la ventilation naturelle, c'est utiliser les ressources de l'air, pas
uniquement les ressources de l'air, on peut aussi donc utiliser aussi la variation de la masse volumique de l'air, la masse de l'air chaud et l'air froid pour justement créer une circulation de l'air, donc privilégier cet échange-là pour refroidir le bâtiment. On peut aussi, chose que qui peut être assez surprenante, utiliser le soleil l'été pour justement accélérer ce processus. Ce qu'on appelle donc les phénomènes donc de ventilation, ventilation naturelle assistée par le solaire. Il y a des experts ici donc qui utilisent donc en permanence ce genre de techniques et qui c'est sûr que c'est des techniques qui sont je ne sais pas si elles sont répandues, mais elles sont je sais pas, hein, elles sont connues mais pas répandues, je veux dire au niveau de l'application. Hein, là donc à titre d'exemple, donc j'ai présenté donc un bâtiment réel. Donc qui est situé en Angleterre, British Research Establishment, qui utilise un certain nombre de techniques naturelles, donc notamment donc on a donc ces techniques donc justement donc le soleil, donc la ventilation assistée par le solaire. Ils utilisent aussi donc les systèmes évaporatifs au niveau des faux plafonds, pardon. Rapidement, donc c'est pour un peu épater l'assistance, c'est la modélisation aérolique, c'est-à-dire comment on modélise à l'échelle aérolique les transferts de l'air. Comment donc on les modélise? On a un certain nombre de modèles, donc, et notamment donc c'est des modèles qui sont adaptés au logiciel que j'utilise souvent, à savoir Terrain. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai essayé en me référant à ce genre de technique, j'ai essayé de développer ce qu'on appelle une approche d'évaluation de la potentialité des différents systèmes. Ceci donc repose d'un côté à l'évaluation de la potentialité des climats. Ça ne suffit pas d'une façon générale, mais aussi donc, en rajoutant à cette potentialité, je prends en considération les conditions de confort intérieur et aussi donc les conditions de confort et la typologie de bâtiment. Donc je couple au potentiel du climat les conditions de confort que je souhaite avoir, ainsi que la typologie de bâtiment. Ceci m'a permis donc in fine de proposer ou de préconiser des évaluateurs de potentialité. Donc j'ai nommé donc l'énergie disponible ou l'indice de potentiel disponible, qui ne dépend que du climat et de la nature du système. Ceci m'a permis aussi de définir aussi ce que je veux dire. Là, j'ai pris donc la potentialité, l'indice de potentiel ici utile, qui prend en considération non seulement donc la potentialité du climat, donc la nature du climat, mais aussi l'énergie disponible par le système passif. J'ai couplé ça aux besoins du bâtiment, qui est traduite par un indice de besoin. Ceci m'a permis, donc, en faisant le ratio, d'avoir donc un facteur de couverture. C'est des choses qui sont connues en solaire. Le facteur de couverture, si par exemple j'ai 0,7, ça veut dire que ce système-là me permet de combler, à concurrence de 70%, l'énergie ou les besoins de climatisation ou de chauffage du bâtiment.
On a fait donc à partir de cela donc une cartographie justement de ces indicateurs-là. Donc là, ça c'est un indicateur, le premier indice de potentiel disponible, c'est sur la base de l'exploitation des climats. Là c'est les besoins associés au bâtiment. On a pris donc des bâtiments les plus répandus, donc on a pris un bâtiment par pays. Donc la forme de bâtiments les plus utilisés, donc on s'est intéressé aux bâtiments tertiaires, les bâtiments de bureaux, et on l'a fait donc et en France et dans les pays du Sud, parce que on l'a fait dans le cadre d'un projet européen qui a réuni donc l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie. Ceci donc est très intéressant pour un architecte. C'est-à-dire qu'on a donc une cartographie pour chaque système, pour chaque typologie de bâtiment. Et ça me permet à l'architecte de privilégier, on va dire, une technique. Donc il va prendre en considération lors de la conception le système ou la technique qui va être la plus utilisée. Bon, donc l'intérêt, c'est classer le climat et étudier les faisabilités des systèmes de rafraîchissement pour un site donné. Et ceci donc nous a permis de développer des outils d'aide à la décision. Donc ça c'est la première partie. Donc la deuxième partie, on la fera donc la prochaine fois. Donc, si Nordine nous invitera. Hein, mais je ne crois pas qu'il va. Donc j'ai pas du tout répondu à.